Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Laurent Bigorne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de l'Institut Montaigne. Bon, ça sent le roussi ou pas là sur cette réforme des retraites? Vous en pensez quoi? Parce qu'on a compris que le gouvernement était prêt, on parle de négociation, de consultation, de concertation, était prêt à amender son projet de réforme des retraites pour éviter cette colère sociale XXL dans la fonction publique, cette paralysie que tout le monde craint des transports à partir du mois de décembre, du 5. Est-ce que vous redoutez que le gouvernement, au final, recule devant cette réforme des retraites? On a senti dans le débat là, cette idée de clause du grand-père, où seulement cette réforme des retraites serait appliquée aux nouveaux entrants, à la SNCF, à la RATP ou à EDF. Est-ce que vous redoutez, au fond, que cette réforme ne se fasse pas? Je redoute qu'elle se fasse sur une série de malentendus. Et cette réforme, elle est assez mal emmanchée. On l'a vu arriver dans le débat présidentiel de façon, j'allais dire, un peu étrange, au sens où quand elle est annoncée dans le débat présidentiel, elle est sur la base de ce que l'équipe qui prépare la campagne autour d'Emmanuel Macron candidat pense que nous n'avons pas de problème de solvabilité du système à court terme. Ouais. On découvre quelques semaines après la victoire du président Macron, devenu cette fois-ci président et plus candidat, qu'en réalité, on a un problème de solvabilité à assez court terme. Et à ce moment-là, se percutent deux objets, la réforme systémique voulue par le président de la République, et puis la nécessité d'une réforme paramétrique, parce que le temps que prendra la réforme systémique, dont on ne parle pas avant 2025 en termes de mise en place, le temps que prendra cette réforme ne couvre pas les besoins financiers. On attend de voir ce mois-ci, Laurent Bigorne, ce que va nous dire le corps, le Conseil d'orientation des retraites. On sait très bien ce qu'il va nous dire, ça fait 2 fois qu'il travaille sur le sujet. On se dit qu'il y aura au moins 10 milliards d'euros de trous en 2025, et on se dit en même temps, 10 milliards, ok, mais c'est pas non plus... 10 milliards, c'est un demi-point de PIB, ça fait de l'argent, dans un système où, je vous rappelle, on est déjà un des pays d'Europe qui consacre en points de PIB la part la plus substantielle, 14 points de PIB, aux retraites, versus 12,6 en moyenne. Les systèmes ne sont pas les mêmes non plus, c'est compliqué les systèmes de comparer sont pas les mêmes, certes, système allemand où il y a plus de capitalisation. Ça, c'est Eurostat. Ouais. Hein, c'est Eurostat. Et donc, on est à 14 points de PIB. Ça veut dire qu'on a un choix public en faveur de nos aînés qui fait qu'aujourd'hui, et vous le savez, on peut le prendre par le micro, les retraités en France vivent bien. C'est difficile de le dire comme ça parce qu'on va toujours parler de ceux qui sont au minimum. Et il faut en parler parce que là, il y a un effort de solidarité. Mais si on regarde en moyenne, ils vivent mieux que les actifs, à bien des égards. Et ça n'est pas normal. Et donc, je pense qu'on est en train d'utiliser beaucoup de carburant politique sur un texte qui paraît pas évident. D'ailleurs, il n'est pas présenté à date. Hein, il n'y a pas un projet de loi. Il aurait dû l'être à l'été 2018 au départ. Mais c'est le fait de courir de lièvre à la fois une réforme systémique qui a sur le papier sa logique. L'équité, la lisibilité, ça peut se comprendre. Je vous rappelle qu'il y a, et le financement, et de se dire finalement, il faut que le système soit à l'équilibre en 2025. C'est pas le fait de chasser de lièvres à la fois qui plombe un peu le dossier. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas faire une systémique et une paramétrique. Ça, c'est le premier attendu. C'est la première difficulté. Il y a une autre difficulté. Pardon, je coupe, c'est ce que dit le président. Oui. Il a dit à la fois, on fait la réforme, ça c'était il y a quelques semaines, et en même temps, il faut être à l'équilibre. Oui, c'est pas ce qu'il disait au début, c'est ce qu'il dit maintenant. Et franchement, c'est très compliqué de faire les deux. Il se tire une balle dans le pied, donc, en faisant ça. Écoutez, je ne sais pas s'il se tire une balle dans le pied, mais on multiplie les difficultés. Il y a une autre difficulté qui est au moins aussi importante. C'est que vous ne pouvez pas vous servir d'une réforme des retraites pour réformer les entreprises publiques ou la fonction publique. Je veux dire par là que si vous faites... C'est dessin caché, ça? Mais bien sûr, c'est le cheval de Troie. Si vous faites... Les régimes spéciaux de retraite, c'est ça qui est en ligne de mire pour le président, de dire « je serai celui qui a réussi à les réformer ». Et on voit bien toute la difficulté là. Oui, alors, je ne pense pas que ce soit au cœur de sa réflexion, fort heureusement. Je pense que c'est un effet collatéral, mais un effet collatéral qui se voit tout simplement parce que là, on entre dans une espèce de rapport de force. Moi, ma conviction profonde, c'est que si on avait mené, par exemple, la RGPP, la Revue Générale des Politiques Publiques, amorcée sous le quinquennat Sarkozy, jusqu'à son terme. À la MAP. Voilà. Mais si on avait mené à son terme, on avait 0,75 points de PIB d'économie, et notamment dû à de la masse salariale, à la fin du quinquennat. C'est le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, dont la moitié avait été donnée en termes de salaire. Ce qui n'est pas discutable. Pour ceux qui restent. Si vous le faites sur des principes de performance, plutôt que sur des principes de guichet, ça n'est pas discutable, et c'est même plutôt un bon principe. Je prends un exemple qui frappe toujours les esprits. Un enseignant, après 15 ans de carrière en France, il est à la moitié de ce que gagne un enseignant allemand aujourd'hui dans les mêmes conditions. 65 000 euros versus 30 000. Est-ce que c'est soutenable? Non. Ça n'est pas soutenable. Ça n'est pas soutenable dans un contexte où on est au plein emploi sur les gens qui sont à Bac+5.
Et donc, il y a des tensions très fortes sur le marché du travail. Mais je reviens à mon point. Vous ne pouvez faire une réforme systémique que si vous avez préalablement nettoyé, entre guillemets, nettoyé la fonction publique d'un certain nombre de lourdeurs. Ça n'a pas été fait. Et ça n'a pas été fait. Et vous ne pouvez pas faire porter le chapeau à une réforme des retraites qui est déjà difficile en soi à concevoir, qui est un objet technocratique épouvantable, et lui dire en même temps, écoute, chère réforme des retraites, tu vas me faire la réforme du statut dans la fonction publique et tu vas me faire la réforme du statut dans les entreprises publiques. Je pense qu'il y a des chances qu'elle ne se fasse pas, cette réforme, telle que le président l'avait conçue. Il y a des chances qu'elle se fasse sur des demi-mesures. Il y a des risques qu'elle se fasse sur des demi-mesures. Je vous rappelle que la précédente fois où on a cherché à toucher aux régimes spéciaux, 2008, on a fini par aboutir à une réforme qui dégradait ex post la situation qu'on souhaitait traiter ex ante. Ça, c'est la Cour des comptes qui l'avait dit, et des économistes comme Pierre Cahuc et André Zilberberg. On l'a objectivé. Et donc, à chaque fois qu'on s'en est pris aux régimes spéciaux, on s'y est mal pris. Et je suis convaincu qu'on pouvait dire aux entreprises publiques en question, qu'on pouvait dire à l'État, à travers le régime des fonctionnaires, on a des efforts et des gains de productivité à faire, on va d'abord les faire, et ensuite on parlera d'une réforme des retraites, une fois qu'on sera en mesure éventuellement de redistribuer une partie de ces gains de productivité. Mais vous ne pouvez pas faire l'un sans avoir fait l'autre. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui ont fait la réforme systémique. Il y a la Suède, qui est aussi le pays d'IKEA. Pardon de ce raccourci, mais je pense que ça en dit long. Et la réforme systémique suédoise, elle s'est faite sur une période de 10 ans. Et vous voyez qu'il faut passer aussi un cap, et le cap qu'il faut passer, c'est celui de 2022. C'est-à-dire quand bien même on amorcerait une réforme très ambitieuse à travers un projet de loi qui serait, théoriquement, si je suis une calendrier du gouvernement, présenté avant l'été, on est parti pour un débat qui va peser dans la vie publique française. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire les choses. Moi, je vous ai dit que je pense qu'il y a des préalables. Mais on est parti pour un débat qui va peser dans la vie politique française bien au-delà de 2022. Alors qu'elle n'est finalement pas urgente en même temps. Édouard Philippe, il a raison, il dit c'est quand tout va bien que c'est peut-être là qu'il faut que s'interroger, réformer. Franchement, quand je suis arrivé comme directeur à l'Institut Montaigne, il y avait un papier formidable qui avait été rédigé à l'époque par Jacques Bichot, je crois qu'il date de 2008 ou de 2009, sur la réforme justement suédoise. Et le passage à un système à points. D'autres y ont travaillé, je pense à Antoine Bozio, sur les comptes notionnels. Et puis nous, on a regardé à froid le dossier quelques temps plus tard. Et on s'est dit, mais quand même, les réformes paramétriques, elles ont du bon. Elles sont certes compliquées. Le système, il est très étagé, il est très niché. Il n'a pas été élu sur une réforme paramétrique, le président. C'est là où c'est compliqué pour lui. Il y a... Oui, bien sûr. Mais il a dit on ne touchera pas à l'âge légal de départ. Une 62 ans. réforme systémique, y compris pour rééquilibrer le système dans ce qu'il peut avoir d'inéquitable, à la fois au sein de la même génération et entre générations, je me demande bien pourquoi on le fait. Mais c'est l'urgence pour vous, l'urgence, c'est que le système soit à l'équilibre en 2025, c'est ça l'urgence? C'est ce que dit, il y a une interview aujourd'hui du patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, dans Le Point, qui dit le gouvernement doit, selon lui, équilibrer la réforme des retraites en 2025. Il faudra travailler plus longtemps, il faudra trouver 10 milliards d'euros pour 2025. C'est ce qu'il dit aujourd'hui. Il est urgent de retrouver des systèmes soutenables. La soutenabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 milliards à 2025, c'est pas insoutenable non plus. Oui, alors vous allez demander à qui? Aux entreprises? Pas touche au coût du travail, ça. Exactement. Et vous allez demander aux salariés dans le contexte actuel? Moins de salaire, moins de pouvoir d'achat? Non. Un petit programme. Donc il y a bien un moment où il faut se mettre autour de la table et dire où est-ce qu'on va les chercher. Et je pense qu'on va les chercher tout simplement sur des mesures d'âge. Pourquoi? Parce que nous continuons d'être en décalage très fort avec les durées moyennes de travail dans l'Union européenne et avec les âges de départ. Et ce décalage n'est pas normal. C'est un héritage de 81. C'est ce qui avait permis à François Mitterrand de gagner l'élection de 81, cette promesse qu'il avait faite de la retraite à 60 ans. Il avait besoin à l'époque des voix de ceux qui étaient un peu plus âgés en moyenne pour y coupler aux voix des jeunes, qui avaient déjà largement gagné. Eh bien, cette promesse mortifère, elle continue de peser des années plus tard, avec son nombre porté sur l'économie française, sa compétitivité et sur un rapport que les Français entretiennent au travail, qui continue d'être un rapport un peu pathologique. Je suis désolé, il faut qu'on travaille tous un peu plus. Mais souvent dans les faits, quand on regarde l'âge de départ effectif à la retraite, dans le progressé. privé, on est quasiment 63 et quelques ans. Donc, mais même dans la fonction publique, si vous voulez, l'avantage des différentes réformes, depuis le livre blanc des retraites de Rocard jusqu'aux dernières réformes, Fillon, exactement, Woerth, l'avantage de ces réformes, c'est qu'on a fait converger. Et je me demande dans quelle mesure il valait mieux entrer dans une réforme systémique, et le tunnel qu'elle implique, ou ça y est, dans une convergence. C'est ça le fond de votre pensée, Laurent. Le fond de ma pensée, mais on l'a écrit. Il n'y a pas besoin de faire cette réforme systémique, il faut juste faire converger les régimes. Faire converger les régimes. Et pour faire converger les régimes, il faut quoi? Il faut réformer la fonction publique,
Mais vous voyez qu'on ne parle pas de réforme des retraites, on parle d'autre chose. On parle de la réforme de l'État qui n'est pas venue et qui est en gros le grand rendez-vous manqué de ce quinquennat. Olivier Dussopt, qui était sur ce plateau, il m'a dit non, on fait plein de choses, on réforme la fonction publique. Il y a des choses très intéressantes qui sont faites. Ce qui m'intéresse ensuite, c'est l'équilibre général du système et notamment le coût du système. Et notamment le fait de savoir si on demande ou pas à la fonction publique, aux politiques publiques, pour incarner les choses, de se réformer, de fournir des gains de productivité. Donc il y a d'une part ça, et d'autre part, être capable d'avoir un discours avec les entreprises publiques qui sont un discours de maturité sur notamment la question du statut. Mais j'ai le sentiment que c'était deux préalables à la discussion. On n'y est pas du tout. Mais encore une fois, cette concession, vous la sentez venir tout doucement, cette idée, encore une fois, d'appliquer cette réforme des retraites uniquement aux futurs employés de la SNCF, de la RATP, d'EDF. C'est une trop grosse concession pour vous? On la sent venir tout doucement quand même, pour apaiser un petit peu les choses et pour éviter cette pagaille monstre qui nous pend au nez et peut-être une explosion sociale dans certains services publics compliqués, les hôpitaux, les policiers. Je pense qu'on a besoin véritablement d'avoir un cap beaucoup mieux fixé sur ce qu'on attend des politiques publiques, sur ce qu'on attend de l'État, sur ce qu'on attend des collectivités et des entreprises publiques. Et qu'à ce stade, on est... Et ça ne date pas de ce quinquennat. Oui, mais votre point de vue là-dessus, sur cette clause du grand-père, encore une fois, des gens qui sont rentrés... Je peux la comprendre, mais on ne change pas les règles du jeu pour des gens qui sont des cheminots ou d'autres qui sont rentrés à l'époque et on leur dit, non, maintenant, bonhomme, la règle du jeu, elle a changé pour toi. À la fin du jour, ça n'est pas ce dont on parle. Quand vous me dites ça, quand vous dites, mais au fond, il faut la clause du nouvel entrant, à la fin du jour, si vous faites ça, c'est bien pour rediscuter des statuts. Et à la limite, je suis prêt à comprendre qu'on fasse une réforme par le bas sur l'idée qu'on touche les nouveaux entrants, mais il faut avoir à ce moment-là une vision un peu holistique et se dire, très bien, en réalité, on est en train de parler d'autre chose. On sort des statuts et on va vers autre chose, vers d'autres packages. Vers d'autres packages. Par la SNCF, à partir de janvier 2020, les nouvelles embauches se feront sous un statut de droit privé. Ensuite, il faut regarder ce que sont les conventions collectives et les négos qui vont avoir lieu au niveau de l'entreprise et de la branche. Moi, ce qui me choque, pour le coup, c'est de se dire que autant cette clause du grand-père, je la comprends, mais autant de l'appliquer uniquement pour certains agents et pas les fonctionnaires, et même dans le privé. Pourquoi ne pas l'appliquer dans le privé? Pourquoi ce qu'on fait aux uns, on ne le fait pas aux autres? Mais et dans ces cas-là, c'est toute la réforme qui s'effondre. C'est toute la question. Parce que de la réforme systémique, on part sur un truc qui changera à horizon 40 ans. Et pourquoi pas, à la rigueur? Mais pourquoi pas? Je continue de dire que ce qui m'intéresse, moi, si vous me posez la question de savoir c'est quoi les priorités pour la fin de ce quinquennat, vous disiez tout à l'heure dans l'introduction. On va y venir. Et c'est quoi les priorités sur le suivant? Il se dessine très bien. Qu'est-ce qu'on fait du bloc de 5,5 millions de fonctionnaires, de la part de dépenses publiques dans notre économie? C'est pas à l'agenda, ça, tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait de la compétitivité derrière? Et vous voyez bien qu'il y a un débat qui est monté, qui est celui effectivement des taxes de production et des impôts de production. Oui. Ouais. On va en parler juste. Pour moi, c'est les sujets. Les vrais sujets, ils sont là. On va en parler aussi. Je veux clore sur les retraites. Mais ça n'est pas sans lien. C'est-à-dire que je regrette un peu le temps qu'on est en train de passer. C'est ça. Le fait que le président use son crédit politique sur une réforme qui n'est pas urgente. Et du temps. Sur une réforme qui n'est pas la plus urgente, parce que de mon point de vue, si vous voulez, votre point de vue, le seul problème, c'est le financement. Prendre les choses. C'est l'équilibre du système. Oui, bien sûr. Prendre les choses dans l'ordre, c'est quoi? C'est réformer la fonction publique. C'est faire la réforme paramétrique. Si vous le souhaitez, sur un deuxième quinquennat où on imagine que les choses se passent bien, si on fait ça. Oui, mais il faut le faire. Ça, pour le coup, ce n'est pas un luxe, c'est tout à fait nécessaire. Y compris pour aller chercher les gains de productivité de ce que la transformation digitale permet sur les administrations publiques, parce qu'elle permet beaucoup. Et d'ailleurs, certaines administrations s'illustrent et font beaucoup. On nous a tapanisé en disant la réforme à la source, du prélèvement à la source, elle n'est pas possible. Mais Darmanin l'a réussi. Ouais. Et c'est un des gros crédits à apporter à ce jeune ministre. Il l'a réussi. Donc, il n'y a pas de fatalité. La fonction publique, les services publics, ils savent se réformer et ils savent aller chercher, parce que les économies d'emploi se feront aussi sur Bercy, ils savent aller chercher les gains de productivité du digital. Ce qui m'intéresse, moi, c'est quels gains de productivité on fait aujourd'hui, quelles économies on fait pour un meilleur service à l'usager, c'est bien ça la cible. Si ensuite, derrière, on est capable, sur un deuxième quinquennat, de se dire, on sort du paramétrique, on fait du systémique, mais parce qu'on a moins de fonctionnaires et on saura un peu mieux les payer, et donc on saura discuter de ces problèmes qui sont des problèmes en tension. Ce que vous racontez là, post-crise des Gilets jaunes, je trouve ça martien. On voit bien que le président ne peut pas aller dans cette direction-là. Je ne peux pas imaginer que les 10 prochaines années du débat public, social et économique de ce pays soient marquées par la so-called crise des Gilets jaunes. Pardon d'avoir utilisé du mauvais français, mais très bien, il s'est passé quelque chose de très important, qui est très profond. Qui est en train de changer le quinquennat du président. Oui, peut-être. Parce que certains disent, en l'état, son projet de réforme des retraites,
Si vous voulez, Il ne peut plus l'appliquer en l'état. On le voit bien. On est tous victimes un peu de myopie. Il y a une époque où il y avait 1 million d'adhérents au Parti communiste dans ce pays. Il y a une époque où le Parti communiste dans ce pays était tenu par des gens qui prenaient leurs ordres à Moscou. C'était pas très agréable et il a quand même bien fallu changer le pays et ça a été une des missions de la 4e et de la 5e République tout en assumant des guerres de décolonisation. Vous vous rendez compte de ce qu'ont fait nos prédécesseurs? La massification de l'enseignement, la transformation de l'enseignement supérieur, les 30 glorieuses, les grands programmes d'équipement. Il y avait 4% de croissance à l'époque, c'est oui, plus facile aussi. Eh bien, il faut aussi s'adapter au fait que notre croissance tendancielle est à 1,5. Exactement. Et si on reste... Un petit 1,5. Hein. Oui, mais elle est à 1,5. Hein, et je les prends. Et je préférais que notre croissance potentielle, grâce demain à des investissements dans la recherche et dans l'enseignement supérieur et à une vision délivrée dans ces secteurs, elle soit à 2. Je suis comme vous. Mais ce que je Vous êtes constate, pour que l'État français s'endette plus parce que les taux d'intérêt... Alors pour le coup, aujourd'hui, on passe quasiment en direct. Hein. Oui, on revient dans les taux à 10 ans français positif. sont en territoire positif. Mais bon, à zéro. Est-ce que l'État français doit s'endetter? Pardon, c'est un peu le sujet, mais tout ça est lié. Oui, mais c'est très lié. Faut s'endetter, justement, pour être le paquet, juste sur cette, pour chercher la croissance de demain. Si et seulement si, l'État français... Il y a eu des plans à chaque fois. On a eu des plans sous Sarkozy, il y a eu des plans sous Hollande. Et on va en avoir un, rassurez-vous. Si et seulement si, le pays à 4, il arrive. Si et seulement si, on sait choisir les bons assets. Et je pense que... Les bons actifs. Et les bons actifs, c'est notre enseignement supérieur et c'est notre recherche. Mais on doit le faire, à mon avis, de façon beaucoup plus audacieuse. Moi, je fais partie de ceux, comme Éric Chanet, qui vient de publier un papier pour l'Institut Montaigne. Et qui vient souvent nous voir. Et qui vient souvent, et qui, je trouve, a une vraie pensée sur ces questions, une pensée de long terme, celle qui nous manque aujourd'hui. Si et seulement si, par exemple, on le fait dans des géographies beaucoup plus compétitives. Je m'explique un instant. Si demain, la France et l'Allemagne lèvent ensemble à des taux d'intérêt négatifs et disent à l'ensemble des chercheurs des deux pays, on finance les meilleures équipes et les jurys sont franco-allemands. Pourquoi? Parce que financer une recherche sur 66 millions d'habitants ou sur 150 millions, ça n'est pas la même chose. Et vous drainez des équipes et vous forcez les gens, effectivement, sur l'hydrogène, sur l'intelligence artificielle, sur le spatial, là, sur tous les enjeux industriels. Sur le papier, on signe tous. Le problème, c'est qu'il y a les égoïsmes nationaux. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Parce que ça s'appelle la coordination des politiques. Quand ça ne marche pas à 27, écoutez, quand ça ne marche pas à 27, il faut faire à 2. Et si ça ne marche pas à 2, il faut que ça marche à 3. Et si ça ne marche pas avec l'Allemagne, il faut que ça marche avec d'autres. Et je pense que ces politiques-là, c'est celles que nos concitoyens attendent. Et en tout cas, c'est celles qui vont délivrer du long terme et qui vont permettre à des équipes de chercheurs, à des étudiants, à des territoires d'assumer leur rôle dans la mondialisation. On voit des territoires en France qui gagnent tous les jours. Il y a des territoires qui soient périurbains, ruraux, métropolitains, qui gagnent. Et il faut qu'on en ait plus, et il faut que les territoires qui gagnent encore plus. Et de ce point de vue-là, effectivement, l'État a un rôle à jouer. Certains quand une fois, territoires gagnent, mais dans l'ensemble, et regardez bien le débat. Les territoires perdent, on voit bien la désindustrialisation, il n'y a pas eu d'inflexion. Mais il y a eu une inflexion. On raconte une histoire qui est toujours la même. C'est vrai ça. On raconte une histoire qui est toujours la même. Moi, je peux vous sortir de ma manche 10, 15, 20, 30 exemples de territoires qui sont des territoires qui gagnent, qui se modernisent et qui emmènent les gens. Des territoires où on forme. Un ou deux. Dans la Drôme, la Biovallée. Vous prenez des territoires en Vendée, tout le monde le sait, c'est l'exemple archétypique de cela, où manifestement, on fait beaucoup plus que du tourisme, où on a des pépinières de TI, des entreprises de taille intermédiaire qui sont formidables. Mais vous prenez toute la région lyonnaise, territoire fantastique d'entrepreneuriat et d'innovation et de formation. On les a bien, les effets cluster. Mais prenez des territoires qui sont marqués par la médecine, prenez des territoires qui sont marqués par la data. Il y a des gens, et il y a des entrepreneurs, et il y a une puissance publique, et des universités, et des labos qui sont tout à fait capables de se clusteriser. Et c'est ça qu'il faut favoriser. Public, pour accélérer ça, il faut faire quoi? Eh bien, je pense qu'il faut qu'on ait deux choses. D'abord, un accès au financement qui soit le moins bureaucratique, le moins technocratique, et le moins de guichets possible. Donc, il faut véritablement qu'il y ait une facilité, qu'il y ait une fluidité. Et il faut, à côté de ça, qu'on ait une capacité, quand on va chercher les bonnes équipes en disant on ne sera pas techno dans l'approche, on va véritablement servir votre projet de recherche, il faut qu'on soit très compétitif. Quand je dis pas de guichet, ça veut dire quoi? On n'est pas sur du financement récurrent, on est sur du financement de long terme, on vous accompagne, comme les instituts Fraunhofer en Allemagne, on vous accompagne, on met le paquet, on y va, mais attention, on veut les projets les plus compétitifs. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut le faire sur des visions géographiques un peu plus larges, pour pouvoir emmener des équipes binationales ou trinationales et des équipes qui vont, pardon de le dire, se tirer la bourre et chercher à être les meilleurs. Et là, il y a un intérêt. Il y a un intérêt à financer avec des taux d'intérêt négatifs ce type de recherche. Il y a même une rationalité à le faire. Regardez, je suis frappé de voir que le pays le plus faucon de l'Europe, ce n'est pas l'Allemagne, c'est les Pays-Bas. Ce sont les Pays-Bas. Il vient de mettre 50 milliards. Mais bien sûr.
Mais ils ont tout compris. Et pourquoi? Parce que les Néerlandais ont un système universitaire où on enseigne en anglais, qui va nous dépasser un jour ou l'autre sur l'accueil d'étudiants étrangers, notamment en qualité, comme la Suisse. Comme la Suisse. Et c'est des gens qui sont en train véritablement de réussir cette clusterisation autour de pôles métropolitains, autour de territoires et autour d'entrepreneurs, et qui comprennent parfaitement que la puissance publique a un rôle à jouer. Et pourtant, ce sont des gens qui, budgétairement, sont des faucons. Ouais. Hein? Donc, il y a des modèles. Et je pense que si le modèle à tout 27 ne marche pas, il faut y aller. ben, vous voyez dans quoi on est pris. Le débat, c'est de savoir si on augmente la contribution des plus gros contributeurs post-sortie du UK, avec une question sous-jacente qui est de savoir si ceux qui avaient obtenu des tax rebates, si j'ose dire, sur le mode thatcherien, vont les conserver l'Angleterre étant sortie, ou si de savoir si on, Voilà, on en est aujourd'hui. Si on baisse la PAC. Ça n'a aucun intérêt. Il y a un moment où l'Europe, elle est désincarnée en tant qu'elle n'a aucun intérêt dans les débats qu'elle propose. Donc, il faut aussi retrouver la force du bilatéral. Sur le spatial, on en a évidemment besoin. C'est vital, le spatial, c'est aussi important que le digital. Pourquoi? Parce que le spatial, c'est notre capacité d'indépendance, de souveraineté. Par rapport aux Américains. Et c'est la géolocalisation. Donc, c'est le cœur des questions qui touchent à la donnée. Et sur cette industrie, on avait une formidable opportunité qui était Ariane, avec toutes les difficultés qu'on sait, puisqu'on n'a pas su voir la disruption introduite par les modèles, notamment celui de Musk, de lanceurs réutilisables. Et c'est bien là-dessus qu'il faut qu'on se positionne demain. Quand je vous écoute, là, je me dis qu'effectivement, on passe notre temps toujours à parler de cette réforme des retraites, et on passe à côté du sujet. On passe à côté du sujet. Ouais. On clôt quand même on clôt sur le sujet. Ça se finira comment? Votre nez vous dit quoi sur cette réforme des retraites? Parce que là, on dit que la voie est ouverte, la porte est ouverte pour qu'il y ait beaucoup de concessions et qu'au final, on aura une demi-réforme, on aura quoi? C'est le plein automne et mon nez est assez bouché. Mais je pense qu'effectivement, on va aller sur une série de renoncements tactiques qu'on trouvera tous ex post intelligents, mais qui sans doute vont renier toutes les marges qu'on était en droit d'attendre d'une telle réforme, d'un passage systémique. Et j'espère qu'à la fin du jour, le salarié privé, j'ai rien contre les fonctionnaires, j'en fuis un. Mais à la fin du jour, le salarié du privé, il risque de se trouver un peu floué ou d'avoir le sentiment d'avoir assisté à un tour de passe-passe qu'il n'aura pas bien compris. Et ça créera de la déchirure. Qui devra faire tous les efforts mais quand d'autres en sont exonérés. C'est ça ma crainte. C'est ça ma crainte. C'est ça ma crainte dans un contexte où, franchement, on a d'autres sujets. On a d'autres enjeux. On vient de le voir. Et ces sujets-là, on en reparlera, vous reviendrez. Avec plaisir. Allez, merci d'avoir été avec nous. Laurent Bigorre, donc, directeur de l'Institut Montaigne, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.